Bonjour tout le monde, bienvenue au cours 4 de Web Design, en fait Design Ergonomie pour le web. Je vais continuer aujourd'hui à parler de quoi? On va parler du User Experience. Donc, attendez une petite seconde, slideshow. From QRX slide and switch. Please switch to the other one. Thank you. Donc, le User Experience qu'on va en anglais encore une fois, qu'on va appeler le UX. Donc, c'est quoi le User Experience? Ben, c'est généralement l'expérience usagée. Hein? Donc, si un usager va sur un site web, il y a une expérience, dès qu'on parle d'interaction, ou même juste d'être passif et de regarder quelque chose, il y a quand même une expérience usagée. Et donc, il faut savoir un petit peu quoi regarder quand on fait un site web pour justement aller dans le bon sens. Donc, évidemment, quand on parle de site web, on parle d'interaction. Attendez un petit instant. Donc, on parle d'interaction, évidemment. Un site web, c'est interactif. C'est pas juste on n'est plus dans l'imprimé. C'est pas juste une page imprimée. On a donc aussi une interface donc entre l'usager et le site web. Il y a aussi bien sûr l'expérience émotive et résiduelle, donc qu'est-ce que la personne ressent quand elle va sur le site. Et ensuite, qu'est-ce que ça lui laisse comme impression. Parce qu'évidemment, on va sur le site web, est-ce qu'on a envie d'y retourner? Ben, si oui, c'est parce qu'il y a une certaine expérience résiduelle qui reste dans la tête de la personne ou dans son cœur, on peut dire. Et donc, c'est des choses à considérer. Et ou les playtests, ou en fait les tests tout simplement avec public ou usager. Donc, c'est des choses qu'on va regarder. Donc, l'expérience utilisateur à la base de l'anglais User Experience. Donc, ça allie les notions d'ergonomie des logiciels et d'utilisabilité. Donc, l'UX réfère à la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur dans des environnements numériques. En gros, lorsqu'on crée un design, il faut garder en tête l'expérience utilisateur. Il n'est pas rare de créer un design selon une idée qui semble logique et de s'apercevoir tôt ou tard qu'elle ne correspond pas à l'utilisateur qui en fera l'expérience. Une erreur fondamentale est de créer un design en fonction de notre vision au lieu d'en fonction de l'auditoire. Parfois, il faut diminuer ou vulgariser beaucoup, plus qu'on peut l'imaginer. Les valeurs ou capacités intellectuelles de notre auditoire ne sont souvent pas identiques aux nôtres aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la même expérience ou le même bagage ou whatever. Donc j'aime bien cette image-là que j'ai vue à un moment donné sur le web, puis j'ai trouvé ça très bon, parce qu'on voit vraiment, ça c'est le design. Donc on voit un chemin ici comme ça, on voit d'autres chemins comme ça. Et ça, c'est le user experience. Ben oui, parce que psychologiquement, la ligne droite, c'est le chemin le plus court. Donc, les gens, pourquoi ils marcheraient comme ça? Pourquoi ils feraient un détour? À part s'ils ont à s'entraîner, ils feront pas ça. Hein? Moi, je m'en vais là, ben, je suis ici, ben, je vais passer, j'ai pas le choix de passer sur le pont, donc je vais aller en ligne droite. Donc, c'est un excellent exemple de comment, au départ, les architectes urbanistes ou les designers ont dit « Ah ben oui, ça va être cute, on va faire un petit boardwalk sur le bord de l'eau, on va faire un petit embranchement pour les gens qui veulent marcher, on va laisser la place pour les gens s'asseoir, puis là, on va faire un embranchement pour aller rejoindre la route, mettons. » Et ils ont juste pas pensé qu'il y avait rien qui empêchait les gens de passer ici et que, naturellement, les gens iraient là. Donc, c'est pareil dans tout design, et c'est pourquoi souvent on n'a pas le choix de faire des focus groups ou des tests avec des usagers, parce qu'on s'en va dans une idée, on se dit ah ben oui, c'est make sense, ou c'est beau, ou on le fait pour des raisons particulières, on trouve ça beau, esthétique, et finalement on se rend compte qu'il n'y a personne qui la regarde, parce que eux ce qui les intéresse c'est d'aller payer sur buy your product ou buy that t-shirt, puis ils skippent juste à la fin. Donc c'est des choses à regarder énormément, et je vous ai mis un petit lien ici que vous pouvez cliquer, qui amène sur une page qui parle justement du UX, qui a des explications intéressantes et différents concepts plus précis à propos du UX et de la combinaison avec le graphique aussi. Donc, un excellent site si vous êtes intéressé d'en savoir plus pour développer vos habiletés de design et d'expérience usagée. Alright. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi? Évidemment, l'interaction. Donc, l'interaction, c'est évidemment quand on interagit, donc quand il y a une forme d'action de la part de l'usager. Donc, c'est pas juste on s'assoit, on regarde un film. En site web, bon, évidemment, c'est interactif. Donc, on va aller, évidemment, cliquer sur des choses et tout ça. Donc voilà, donc un site web est interactif. Pensez comment les gens interagiront avec ce site web-là, avec votre site que vous designez. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir cliquer, dans quel ordre, et des choses comme ça.
Donc, créer un engagement dans l'interaction, donc récompense, pensez à ajouter des récompenses aux opérations si c'est possible. Évidemment, on va parler aussi, vous avez déjà entendu sûrement le terme gamification, qui vient dans le fond des jeux vidéo surtout, mais l'idée de rendre l'expérience intéressante, plus que juste cliquer. Donc, en jeu vidéo, il y a beaucoup de psychologie là-dessus, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, et à la base, de toute façon, si on a un instinct pour le jeu, il y a des façons d'attiser justement la curiosité, puis d'engager la personne avec des récompenses, ou bon, tu sais. Donc, ce sont toutes des choses qu'on peut un peu s'inspirer du site web, pardon, du site web, du jeu vidéo pour les sites web, mais c'est pas toujours non plus applicable. Mais bref, des choses à réfléchir. Pour créer de l'engagement, ben, créer des récompenses. Pensez à ajouter des récompenses aux opérations si c'est possible. Ne serait-ce que, tu sais, c'est con à dire, mais si vous avez déjà joué à des jeux casual de grinding, ben souvent, tu sais, genre, on fait une opération, pouing, on gagne une petite coin. Ah, bon, qu'est-ce qu'a fait ce coin-là? Ben, au bout de 10 000 coins, on peut acheter un coffre, puis on va avoir des bébelles pour notre jeu. Bon, ben, ça peut être, c'est une genre d'idée où, tu sais, il n'y a pas juste un clic, il y a une récompense à ce clic-là. Automatiser les opérations ennuyantes. Si vous pouvez entrer des valeurs par défaut, vous mettez une valeur typique. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez remarqué des bons sites web. Mettons qu'il est écrit un endroit, tu sais, entrer une valeur, ben ils vont mettre une valeur par défaut. Parce que souvent, ils vont avoir un algorithme en arrière qui va étudier, puis ils vont avoir fait une recherche pour savoir ben, quand le monde commence à écrire tel truc, autocomplétion. Ça, si on le voit, c'est rendu populaire. Tu sais, si tu vas sur Google ou Chrome ou n'importe quoi, puis tu commences à taper quelque chose, il va faire de l'autocomplétion. Si ça commence par AUT, ben, il y avait des chances que ça soit automobile, tu sais, mettons. Donc, c'est toutes des façons de faciliter les opérations et de mettre des valeurs par défaut typiques, tu sais, qui vont faire que la personne n'aura pas besoin de tout retaper, tu sais. Un autre exemple aussi, souvent, vous allez sur des sites d'achat, vous rentrez votre information, mettons, pour la carte de crédit avec votre adresse, puis là, il vous demande où voulez-vous l'envoyer. Où voulez-vous le shipper, tu sais, où voulez-vous dans le fond, l'envoyer, ou le poster, whatever. Et vous, tu sais, il vous propose de cliquer sur un bouton same address as billing, tu sais. Donc, même adresse que facturation. Donc, encore là, tu sais, au lieu de rentrer toute ton adresse encore, tu pèses là-dessus, poup, on prend l'information que tu as déjà inscrit, on la retransfère. Ce sont tous des exemples d'automatisation des opérations ennuyantes qui y sont évidemment très importantes. Et ça se fait aussi même dans les clics, dans le sens où des fois, on va avoir trop d'étapes de clics. Ben, il faut penser à, je peux-tu regrouper ça? Je peux-tu mettre ça ensemble quelque part? Puis, tu sais, faire que, ben, il y aura moins de clics, moins d'étapes. Pensez à utiliser aussi les nouveaux différents outils pour échanger. Donc, évidemment, il faut toujours être à l'affût. Tu sais, il y a un temps où c'était des chats. Là, il y a de plus en plus de vidéos chat. Il y a toutes sortes d'outils possibles. Tu sais, l'email, c'est beaucoup moins tendance que ça l'était. Bref, il y a toutes sortes de façons d'échanger, mais il faut se tenir à l'affût. Et aussi, c'est ça, tu sais, du texte, c'est bon, mais le monde aime moins en moins ça, lire du texte. Donc, il faut encore là essayer de voir à mettre des icônes, mettre des vidéos ou tout ça. Mais il n'y a pas, encore là, c'est pas nécessairement systématique. Il faut vraiment prendre le temps de l'analyser. Utiliser des call to action. Donc, call to action, c'est un terme très marketing, là. Qui en gros veut dire engager l'utilisateur. Donc, au lieu de juste écrire nous aimerions que vous vous joigniez à nous, OK? Donc, qui est une genre de phrase polie, tu sais, mettons, nous aimerions que vous joigniez à notre groupe Facebook. OK? Ben ça, c'est pas un call to action, c'est comme une demande, mais c'est pas directement un call to action. Tandis qu'un bouton écrit rejoignez-nous sur Facebook, que la personne clique dessus, puis tout de suite, ça ouvre la page Facebook. Ça, c'est un call to action. C'est un verbe, c'est engageant, et ça amène la personne à, tu sais, faire quelque chose. Donc, des fois, c'est con, mais juste dans la façon de formuler une phrase, on va changer la façon que la personne va percevoir la chose, tu sais. Caractère informatif, nous avons une page Kickstarter. Hein? Informatif. OK. Mais call to action, financer notre Kickstarter. C'est une petite différence. Puis la première, c'est une phrase dans un texte. La deuxième, c'est un bouton vert
avec le logo de Kickstarter écrit « Financez-nous sur Kickstarter ». C'est con, mais je vous dis, quand vous lisez le texte, là, c'est des façons de proposer. Même si vous n'êtes pas spécifiquement, la plupart d'entre vous ne seront pas spécifiquement des designers web. Je pense que vous allez plus être des programmeurs. Mais même si vous êtes, on va vous demander quand même de faire du front-end, faire des boutons, mettre les choses en place. Et c'est pas mauvais d'arriver à un moment donné, de dire, vous pouvez suggérer, de dire, ben gars, je suis en train de faire copier-paster ton texte. Pourquoi est-ce qu'on, tu dis justement, nous avons un Kickstarter, blablabla. Pourquoi est-ce qu'on changerait pas le nous avons un Kickstarter par, financez-nous sur Kickstarter, mais on fait pas un bouton à la place. Vous avez le droit de faire ça, et même que c'est recommandé. On travaille en équipe. C'est pas parce que, t'es programmeur que t'as pas le droit de donner ton opinion sur le design, mais en fait, je dis pas le droit. C'est sûr, il faut à un moment donné savoir remplir avant tout sa responsabilité. Si t'es programmeur, tu devrais pas passer 40 heures semaine à faire du design, t'es peut-être pas à la bonne place, mais je veux dire, si t'as une idée comme ça, tu la communiques, puis là, ben après ça, si le directeur créatif dit « Ouais, j'aime ça », ben cool, s'il dit « Moi, non, j'aime pas ça », ben là, c'est tout, il y a une limite à ce qu'on peut faire, mais c'est jamais mauvais de donner des suggestions. Donc, les call to action, très important. Créer une expérience agréable et dynamique. Vous n'êtes pas en train de créer un livre. Ouais, ça aussi, c'est difficile, mais le web a vraiment décollé en parallèle avec, justement, on prend un peu l'approche imprimerie, puis on la fout en web. Dans le fond, c'est quasiment, les premiers sites web, c'était quasiment genre, on copy-paste ce qui est sur papier sur une page. Et donc, c'était très graphiste, c'était très presse, c'était très des gros articles avec du texte, puis quelques images, puis aussi, vu que l'Internet n'était pas assez rapide, on pouvait pas se permettre de faire des grosses affaires pétées. Donc, au départ, c'était très, moi je trouve ennuyeux, très lourd, de texte très plate. Maintenant, on a des connexions Internet qui permettent de downloader super vite. Donc, on peut se permettre de créer une expérience plus agréable, plus dynamique et plus épurée. Donc, on ne crée pas un livre, À rigueur, ce serait peut-être mieux de même penser que vous faites un livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si vous connaissez ça, mais un livre, ça se lit du début à la fin. Un livre dont vous êtes le héros, on pouvait choisir puis aller à d'autres pages. Donc, à la rigueur, c'est déjà une approche plus intéressante dans ce sens-là. N'oubliez pas que les gens sont paresseux aussi. Si l'action est perçue comme une obligation, il y a des fortes chances que ça n'arrive pas. Donc, c'est aussi le flow. On pourrait appeler ça le flow, c'est que il y a un flow de choses. Il y a des étapes psychologiques à faire. J'ai envie de faire une analogie, mais c'est un peu comme si tu rencontres quelqu'un dans un party, puis la première chose qu'il te dit, c'est « Hey, on se marie-tu? » Allô, bonjour, j'aimerais qu'on se parle avant. Je sais pas, on se connaît pas. Donc, c'est un peu la même chose. Avant de mettre dans la face des personnes « Buy my stuff! » Il y a peut-être un petit peu de lubrifiant à mettre avant pour favoriser la communication. Mais évidemment, il faut faire attention de ne pas en mettre trop non plus, parce que si vous mettez trop d'étapes, puis genre, êtes-vous intéressé? Cliquez ici, cliquez là, cliquez ici, cliquez ça. Non, je veux juste acheter le soulier, là, je m'en sac. Donc, c'est vraiment difficile encore là. Il y a une balance difficile à atteindre. Mais donc, oui, les gens sont paresseux. Il ne faut pas que ça soit perçu comme une agression, une obligation. Mais évidemment, en même temps, il faut pas non plus trop il faut avoir un flow qui va où la personne veut aller. Donc, si la personne veut, en effet, arrive là pour se marier, faut mettre le bouton épouse-moi, tout de suite. Fait que c'est ça. Fait que tout ça, encore là, c'est de la recherche, c'est beaucoup de travail, mais c'est des choses importantes à considérer. L'affordance, c'est le principe de ce qu'on perçoit qu'on peut faire avec une chose et non ce que l'on peut faire réellement. Donc, l'affordance, je vais faire des petites recherches. J'ai mis des liens en bas ici, excusez. Ouais. User Interaction, Mistakes of Designs et affordance. Et c'est le principe que ce qu'on perçoit qu'on peut faire avec une chose et non ce que l'on peut faire réellement. C'est ça. Des fois, on pense qu'une chose sert à un truc, puis parce qu'on ne sait pas, ça fait pas partie de notre culture. Et donc, finalement, on se rend compte que, non, regarde donc ça. Je peux faire ça avec. Mon Dieu, je savais pas. Je savais pas qu'en tenant chiffre dans Photoshop, puis en traçant, ça faisait des lignes droites. Bon, tu sais. Tu sais, je veux dire, quelqu'un pourrait se servir mettons, quelqu'un qui sait pas c'est quoi une règle pourrait s'en servir comme outil pour taper sur sur d'autres gens, tu sais, je veux dire. Tout est relatif, et donc c'est difficile d'établir ça, mais il y a des façons de clarifier ces choses-là. Donc, je vous invite à aller regarder cet article-là, mais un exemple aussi d'affordance, c'est que au départ, les textes, les gens utilisaient des textes avec hyperliens soulignés, et pour beaucoup de gens, c'était pas évident.
pour les gens, c'était comme un mot qu'on met l'emphase dessus. C'était un mot souligné. Donc, les gens lisaient ça, comprenaient pas qu'ils pouvaient cliquer dessus pour aller ailleurs. Parce que pour eux, c'était comme, c'est un mot souligné. C'est juste comme moi, quand je vois un mot souligné dans un livre, c'est qu'on met l'accent sur ce mot-là, mais je peux pas peser sur le livre et que ça m'amène ailleurs. Donc, ça fait encore là, ça fait faire souvent, ça fait souvent partie de la culture aussi, ou de l'habitude, ou tout ça. Donc, il faut savoir ça, parce que des fois, il faut amener l'usager à comprendre que ça sert à une chose pour établir un nouveau standard. Il faut aussi savoir qu'il y a des standards qui existent pour juste comme faire, tout le monde sait que quand tu mets un bouton de même, ça fait ça. Et donc, encore là, c'est intéressant d'aller étudier un petit peu tout ça. Donc, l'interface, on va parler plus d'interface graphique à l'usager. Quand on parle de GUI, c'est Graphic User Interface ou interface usager graphique. Et ça fait partie de la grande famille de l'interface. Je vous ai déjà expliqué que l'interface, en réalité, à la base, c'est tout simplement quelque chose entre deux entités qui permettent de communiquer. Donc, l'écran est une forme d'interface hardware, donc matériel, entre l'ordinateur et moi, pour communiquer visuellement. Okay? Le clavier, c'est tactile. Bon. Donc, mais quand on parle de GUI, là, on parle, parce que interface, c'est à la base quelque chose, un protocole entre deux entités pour communiquer. User Interface, c'est qu'on parle d'un humain. À partir du moment qu'on parle de User Interface, c'est pas une interface entre deux machines, c'est une interface entre un usager humain et quelque chose d'autre. Et quand on parle de graphique, c'est donc visuel, et c'est généralement sur un écran, en général, donc surtout maintenant. Donc, l'interface est en gros tout ce que vous pouvez créer pour communiquer avec l'usager, mais lorsqu'on fait un GUI, on y va vraiment dans le graphique. Voici quelques règles à suivre. Clics utiles, enlever les opérations qui ne donnent rien. Exemple, ne sert à rien de faire 6 onglets pour faire comme tout le monde. Ouais, exemple, les menus en haut, on voit souvent ça. Les gens font accueil, portfolio, blablabla, ils mettent plein d'onglets. Parce que tout le monde fait ça. Est-ce qu'on veut vraiment diviser cette information-là? Pas nécessairement. C'est peut-être pas utile. Réduire le nombre de clics, minimiser les clics. Ils doivent servir à quelque chose. Donc, encore là, cliquer pour écrire, cliquer pour faire Enter. Bon, ça va peut-être pour recherche, mais tu sais, cliquer, puis là, après ça, faire un autre clic à l'extérieur, puis là, avoir un autre bouton qui dit êtes-vous sûr, cliquer. Réduire les clics énormément. Essayer de penser aussi aux distances qu'aura à franchir la souris. Ouais, il y a un kilométrage aussi. Donc, je vais passer au point suivant, excusez. Réduire le nombre de clics, donc minimiser les clics qui doivent servir à quelque chose. Donc, ça donne à rien de cliquer pour descendre la page, cliquer sur un autre bouton, cliquer. Mais aussi rapprocher les clics. Si vous savez que le public aura besoin de cliquer souvent sur des boutons, essayez de les regrouper. Pensez aux distances qu'aura franchir la souris. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Mais tu sais, à chaque fois que je déplace ma souris, cliquer ici, là je déplace ma souris pour cliquer là. Puis là, s'il faut que j'aille peser ailleurs, je clique. Tu sais, donc je déplace ma souris. Et ça, c'est du kilométrage de souris. Et veut pas, un bon design devrait minimiser ça. Parce qu'à la fin de ta journée, tu as mal dans le poignet, tu sais. Et donc, on essaie de regrouper les trucs, mais évidemment, il y a toujours aussi une question de lecture. Donc, tu sais, ça serait peut-être plus intelligent au niveau ergonomie de mettre la loupe à gauche, parce que je cliquerais ici, ma souris serait là, je taperais, et j'aurais juste besoin de déplacer et cliquer. Tandis que là, je clique, j'écris et je déplace pour aller cliquer. Mais, dans l'ordre de compréhension, si on met la loupe à gauche, la personne va faire « Ah, il y a une loupe, je clique », ne comprendra pas qu'il faut qu'il tape avant. Donc, c'est complexe aussi dans ce sens-là. Des fois, on ne peut pas, à cause de la signification, trop optimiser les choses. Mais bref, c'est toujours ça qui est le fun, c'est des casse-têtes, puis c'est d'essayer de trouver comment faire mieux, tu sais. Donc, voilà, puis c'est ça. Ici, il aurait peut-être pu mettre le bouton en haut, mais tu sais, encore là, c'est discutable parce qu'ils veulent peut-être que tu lises l'information ici avant. Donc, regrouper et nettoyer, vous avez plusieurs boutons qui mènent à la même opération. Si vous avez mal fait votre design, enlever superflu. Encore là, même chose. T'sais, si vous avez ici un search comme ça, et en dessous, vous avez un autre bouton search qui ouvre une fenêtre search, quelque chose qui ne marche pas. Vous savez, check our different products, puis là, tu as un autre, justement, this is our product 1, product 2, quelque chose encore là qui est mal fait. Donc, ou tu sais, un menu en haut, un menu en bas qui disent la même chose, un bouton au milieu, puis 3 boutons qui font la même affaire. Faites attention parce que, à moins que vous voulez vraiment que la personne clique sur le bouton, ça peut être juste lourd à naviguer. Donc, privilégier le scrolling au clicking. En général, maintenant, on privilégie le scrolling avec la souris au clicking. OK? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. On peut
on peut peser et bouger avec le doigt sur une tablette. Sur l'ordi, on fait avec la souris comme ça. Et tout est centralisé. Le problème avec le clicking, des fois, c'est que ça devient compliqué. On clique une affaire, on s'en va sur une autre page. Puis là, on dit, je vais retourner en arrière. Et là, il faut que je trouve le bouton pour retourner en arrière. C'était où? Je sais pas, j'étais dans produit, portfolio, home. Et donc, présentement, il y a une tendance à faire du scrolling parce que tout est sur la même page. Fait que tu scrolles, ben tu vois, tu dis je veux revoir en haut, tu scrolles en haut. Donc c'est facile à naviguer, tu te perds pas, toute l'information est à la même page, OK? Donc il y a une grosse tendance envers le scrolling présentement. Éviter les carousels et tous les degrés supplémentaires cachés. Ça veut pas dire de ne pas en faire, mais encore là, faire attention si vous faites des affaires comme ça qui laissent entendre que il y a un espace virtuel en dehors de l'écran. Oui, nous, on travaille là-dedans. On le sait que l'écran, c'est juste une fenêtre sur un monde énorme. T'sais? En gros, l'écran, il te montre juste une partie de tout ce qu'il y a dans ton ordinateur. C'est un monde, c'est quasiment un monde parallèle là, qui existe. T'sais? Mais donc, tu peux avoir plein d'affaires cachées, puis un bouton, puis une affaire qui sort comme s'il y avait des fenêtres en dehors de la fenêtre, dans le fond, ton écran est dans la fenêtre, comme s'il y avait des fenêtres cachées, puis on va toutes les ramener. Mais les gens, à la base, pour l'instant, sont pas encore très habitués à ça, surtout les plus vieux. Pour eux, c'est comme, quelque chose caché en dehors de l'écran, c'est comme, what, ils sont mind blown, et ça fait pas partie de leur culture. Donc, il faut faire attention parce qu'évidemment, si on met trop d'affaires cachées en dehors, des boutons qu'il faut que tu pèses pour que ça remonte l'information à côté, ça a tendance à mélanger les gens ou les gens n'iront pas. Donc, il faut trouver des façons, ou un carrousel une mosaïque souvent est beaucoup utilisée maintenant, mais s'il y a trop d'éléments, on va peut-être faire un mosaïque avec un scroll. Donc, tu vas avoir une fenêtre, tu vas voir des mosaïques, mais quand tu vas aller dessus, si tu laisses puis tu fais scroll, là, ça va scroller cette partie-là. Ou ce qu'on va faire, c'est un carrousel, mais que automatiquement, quand tu passes dessus, il bouge, tu sais, pour te donner tout de suite ok, il y a autre chose, tu sais, où on va, un peu comme Apple faisait aussi, au lieu de faire plat, on le fait comme un vrai carrousel et qu'on voit qu'il y a d'autres affaires en arrière, tu sais. Donc, ok, ils sont pas cachés, on voit qu'il y en a qui s'en vont en rond comme ça, tout. Donc, ok, il y en a qui continuent, puis là, même si c'est infini, après on s'en fout, la personne comprend qu'il y a quelque chose d'autre en arrière. Donc, se rapprocher aussi de la réalité dans les concepts. Tu sais, un cylindre comme ça, ben, tu sais, on voit que l'information continue. Donc, je sais que, il y a quelque chose d'autre, je vais avoir envie de le tourner. Mais un aplat qui serait plein écran, ben, on sait pas, là, si tu vois juste ça dans l'écran, excusez, tu sais, puis que c'est plein écran comme ça, tu sais-tu, toi, s'il y a une autre image à côté, il y en a peut-être un autre, là. Mais tiens, tu le sais pas. Puis là, ben oui, regardons ça, il y a une autre image. Mais tu sais, il faut le savoir. Donc, c'est tous des concepts un petit peu de se rapprocher de choses plus de la vie courante ou de choses qui sont plus intuitives. Mettez l'important tout de suite à la vue, faites une page d'accueil percutante. Oui, évidemment, encore là, on voit Icon Finder. C'est Icon Finder. Le nom, c'est pour trouver. Tu sais, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi, là. C'est Icon Finder. OK. Trouver des icônes. That's it, là. J'ai pas besoin. Il n'y a pas besoin d'écrire en dessous. Icon Finder sert à trouver des icônes. T'sais, ben non, ça le dit. Puis le logo le dit un petit peu. Ça a l'air d'une icône, puis c'est un œil. Bon. Ensuite, il est écrit Search for Icons. Vous voyez? C'est un call to action. C'est pas Do you want to find icons? Ou tu sais, c'est Search for Icons. Bon, ben, je sais que si je clique là, je cherche des icônes, puis j'ai le là pour finir l'opération. OK? Là, on me rajoute Search True pour me vendre un peu le fait qu'il y en a beaucoup. OK? Le but ici que ça, c'est de dire, regarde, c'est pas pour rien qu'on est le Icon Finder, parce qu'il y en a, là. On va vous en trouver, là. 1 700 000. OK? Et donc, boum, juste ça, toute l'information est là, c'est suffisant. Bon, après ça, tu sais, je vois Sign up for Icon Finder Pro. OK, là, si je suis quelqu'un qui revient, mettons, là, moi, j'y vais une fois, là, je sais pas, je cherche juste une icône pour une application, un site web, puis je vais là, Icon Finder, parfait, je tape une icône, je la trouve, je suis content, je fous le camp. Bon. 3 jours plus tard, mon directeur créatif dit, c'est le fun de rajouter une petite icône de sablier. Ah ben là, ping, icône sablier, icône Finder. Je retourne. OK? Et là, je fais une recherche, puis là, quand ça me donne le résultat, ça me dit, faut que je... Tu sais, celle-là n'est pas gratuite, il faut payer des droits. Là, je suis comme, OK. OK, mettons. Puis là, ben là, je vois que, il y a des prix. OK, bon. Tu sais, là, je vais investiguer plus loin. Ou ça va peut-être me prendre quelques fois pour venir pour faire comme, hey, sais-tu quoi, moi, je suis tanné de payer 2$ à chaque fois que j'en download une. Là, regarde, ben oui, il y a donc ça, il y a un starter. Bon, Unlimited, 29$, tabarnouche. Tu sais? Donc, encore là, c'est progressif, mais
très clair et après, on me donne d'autres options. Mais c'est quand même très clair. Tu arrives sur ce site-là, tu regardes pas ça en premier. C'est pas ça qui va attirer ton œil. Même pas ça. C'est ça. C'est ça ici qui attire ton œil. C'est là que tu vas en premier. Et après, si tu reviens ou tu es intéressé, ben ok, tu vas voir les autres détails. Donc, prenez l'usager aussi par la main. Ne prenez pas pour acquis que l'usager va tout comprendre. OK? Dans la simplification aussi, il y a ça, mais il faut penser un petit peu, c'est plate à dire, mais il faut toujours penser un peu en fonction du plus bas dénominateur commun et l'amener peut-être assez élevé, mais tu sais, bon, c'est ça. Malheureusement, c'est comme il faut que ça soit très simple et facile de compréhension. Respecter les conventions, à moins que le site ne se veuille une expérience originale, respecter les conventions. Oui, c'est ça. Présentement, pas mal tous les sites où tu as des search, il est écrit search for, puis tu as une boîte avec t'écris, puis une loupe à côté. Si tu commences à dire, ben non, moi ça marche plus de même, je vais faire un genre d'œil que tu cliques, puis là ça ouvre une fleur, puis là tu sais, puis là avec des boutons, puis là tu sais, c'est comme super intelligent, puis la hiérarchie, puis bon, il y a bien des chances que le monde ne catch pas, tu sais. Mais, comme je dis, tout le monde fait ça, ne veut pas dire faites-le aussi. Mais tu sais, pareil, assurez-vous de connaître les standards, tu sais, comme les boutons gauche, boutons droite. Tu sais, tout le monde sur Windows utilise le bouton gauche pour cliquer, le bouton droite pour les options. Tu sais, ben, essayez pas de réinventer la roue, tu sais. Mais il arrive des moments où tu fais comme, sérieusement, ça fait plusieurs fois que je vois ça, puis c'est con, on devrait juste enlever la loupe dans le fond, tu sais, ou juste comme l'intégrer différemment, ou on n'a pas besoin, t'écris, puis à partir du moment où tu as fini ta phrase, ben c'est fini, ça détecte automatiquement après une seconde que tu as fini de taper, ou je sais pas, tu trouves une façon super brillante. Bon, ça veut pas dire de pas l'implémenter, mais faites-les, essayez de le faire dans ce temps-là par étapes. Exemple, vous avez découvert que quand le monde tape pour une recherche, ben quand il tape, puis à un moment donné, il y a une pause de 1 seconde, puis il n'y a pas de pause d'une seconde avant ça, puis là, la personne clique sur la loupe. 1 seconde et plus. Donc toi, tu dis, je vais essayer quelque chose, je vais faire que quand la personne a fini de taper pendant à partir d'une seconde, ça fait un auto-search. OK, mettons, je vais faire ça. Et mettons que c'est super brillant, ça marche. Tout le monde fait comme, crime, c'est donc génial. C'est comme, puis ça marche, là. 99,9% du temps, ça marche. OK, t'es super content, tu dis, yes sir. Mais laisse quand même la petite loupe. Juste pour le confort des gens. C'est juste pour que les personnes qui cliqueraient en moins qu'une seconde, les gens s'énervent, qui font trrr, puis qui pèsent tout de suite, ben, pour qu'eux autres fassent pas comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, puis ok, pour qu'eux puissent rester dans leur habitude et doucement faire la transition. Donc voilà, fait que en général, on respecte les conventions et on peut proposer de nouvelles solutions, mais on les intègre progressivement. Et sinon, si c'est un site qui est super comme genre, notre site est un site de psychédélique, de prototypage. Le monde le savent, ils viennent pour vivre quelque chose de weird, bon, ben, ou de nouveau. Ben là, c'est correct, brise-les le moule. Mais faites attention à ça. Donc encore là, un lien ici qui va vous ouvrir sur une page Torque Mag qui dit 10 high effective web design tips backed by research. Donc, make site speed an absolute priority, leverage the fold, take advantage of Hicks' law, keep it simple, avoid carousel sliders, tabs, and accordions, prioritize scrolling over clicking, direct attention with visual cues, très intéressant. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous le montrer, juste cet exemple-là, parce que tu peux faire des heat maps. Des heat maps, c'est un peu justement, ça sonde où les gens vont cliquer ou ce qu'ils regardent. Donc, ça, évidemment, c'est pas... c'est fait à travers des focus groups, mais je vais vous donner un exemple. La caméra peut traquer mes yeux, des logiciels qui permettent de le traquer. Donc, je peux déterminer, au début, dire aux gens, OK, tu vas faire on fait un test d'expérience usagée. OK, parfait. On va juste calibrer notre système. Regarde le coin en haut à gauche, regarde le coin en haut à droite, regarde le coin en bas à droite, regarde le coin en bas à gauche. Merci beaucoup, tu peux commencer l'expérience. Et donc, après ça, comment les yeux bougent, la caméra le détecte, et on peut savoir faire un heat map, donc décider, voir après où les gens regardent le plus souvent. Et donc là, on compile des dizaines, ou des centaines ou des milliers de personnes qui regardent le site. Et on va voir quelque chose dans le genre. Et donc là, on montre deux exemples. Un premier design où le bébé regarde l'auditoire et on a du texte ici. Et on remarque que les gens regardent beaucoup la face du bébé et un petit peu le texte. Et là, on dit, OK, on va changer, on va faire que le bébé il est là, mais qu'il regarde le texte. Et là, on voit que quand on fait ça,
les gens vont regarder plus le texte. Parce que oui, les gens vont regarder, les humains, on regarde les faces. On est fait pour voir les faces. Si on voit une face, on la détecte tout de suite. Puis là, une face de bébé, ben encore plus, tu sais, surtout les femmes. Donc, ici, on remarque la face de bébé, mais on va tendance à rester là, puis peut-être après aller voir là. Mais le fait que le bébé regarde le texte donne aux gens ah, ok, je vais aller regarder là. Donc, encore là, un autre exemple, on avait mis un monsieur qui regarde la personne et qui a un formulaire, et on se rend compte que les gens arrivent, voient le gars qui le regarde, lit ça, puis c'est tout. Là, on a dit, ok, ben regarde bien ça, on va faire que le monsieur regarde le texte. Donc déjà là, ah, ok, tu sais, il y a comme... Puis on dit, ben non, mais on va faire plus simple que ça, paf, on va juste mettre une foutue flèche, notre but c'est que le monde regarde là. Et donc, on voit ici le résultat quand on a mis les différents trucs. Donc, quand on a mis le gars qui regarde, le monde lit juste cette partie-là. Ils sont désintéressés de ça, ça fait un bloc ici. Quand on met le gars qui regarde vers là, on voit déjà que c'est mieux, les gens amènent leur regard ici. Et quand on met la flèche, ben, le monde sont vraiment concentrés, ont tendance à aller regarder vraiment la boîte et même ignorer pratiquement tout le texte qui est là. Donc, c'est ça, c'est toutes des choses à savoir. Bon, vous irez voir, c'est très intéressant. Si le design vous intéresse vraiment, c'est un site à aller vérifier. Donc, Donc voilà, des choses à savoir. Maintenant, l'expérience émotive et résiduelle, évidemment, malgré tout ça, l'important est de fournir une expérience positive, du moins une expérience qui correspond aux objectifs. Donc, idéalement, vous voulez que l'usager se souvienne du site, l'usager ait envie d'en parler, l'usager ait envie d'y revenir, l'usager ait bien reçu le bon message et ressenti les bonnes émotions, et l'usager se rappelle de votre site lorsqu'un sujet parallèle au direct apparaît dans son quotidien. Donc, oui, idéalement, ça serait ça. L'usager qui fasse comme ah oui, j'ai besoin d'une icône, je vais aller sur Icon Finder. Ensuite, si son directeur créatif dit moi aussi, j'aime ça les icônes. Hein? Ah, ben, garde, sérieux, va sur Icon Finder, c'est vraiment cool. L'usager a envie d'y revenir. Ben oui, j'ai encore besoin d'icônes, je vais retourner là. L'usager a bien reçu le bon message et ressenti les bonnes émotions. Ben oui, il a reçu le bon message, il sait qu'il peut faire des recherches et il trouve ça super facile à utiliser. Puis waouh, c'est donc bien, ça lui sauve donc bien du temps dans son travail. L'usager se rappelle de votre site lorsqu'un sujet parallèle ou direct apparaît dans son quotidien. Donc, il est avec une gang de chums une fin de semaine. Il y a un de ses amis graphistes qui fait comme hey, moi, je suis tanné, man, de faire des maudits comptes. Hey, dude, sérieux. Icon Finder, là, arrête, là. Hein, c'est quoi ça? Boum. Donc là, tu sais, t'as réussi. Évidemment, c'est pas juste le design qui va faire ça, c'est aussi l'idée de base. Je veux dire, si à un moment donné, tu dis, moi, je fais un site web qui permet de savoir, je sais pas moi, le type de poussière qu'il y a dans ta maison, ça intéresse personne, fait que, ou en tout cas très peu de gens. Fait que tu n'auras peut-être pas, même si tu fais un super design, il n'y a peut-être pas grand monde qui va venir sur votre site. Mais bon. Ultimement, l'usager doit être satisfait et doit sentir que vous répondez le mieux à sa demande, à ce qu'il s'attendait, voire plus. Donc, les user tests ou les play tests, moi j'utilise beaucoup, un peu à tort, le mot play test parce que j'ai travaillé aussi beaucoup en jeux vidéo. Donc, je garde le mot play test. Je trouve ça plus intéressant, je trouve le fun que dire user test. Mais les user tests, en fait, c'est ça. C'est que là, on a un premier prototype, une première version de ci ou de ça, et on veut que les gens l'essayent. Donc, on veut on veut voir qu'est-ce que ça donne. Parce que moi, mon design, je me dis, ben, le monde va passer de même faire ça. Mais je le mets dans les mains des gens, puis souvent, tu fais comme, ben, voyons, pourquoi le monde clique là, tu sais? Pourquoi ils font ça? Et tu sais pas, parce que toi, tu penses d'une façon, c'est pas tout le monde qui pense de même. Donc, préparez des user tests, faites des user tests, faites essayer votre site par d'autres personnes. Donc, pour les préparer aux user tests, on leur dit, garde, c'est un user test. Où on leur dit, garde, le but, là, c'est juste que tu aies expérimenté des sites web. Ah, OK. Mais on les met jamais en situation. On leur explique pas le site. On dit pas, là, va falloir... Là, c'est un site de rénovation, là, je veux juste te le dire. C'est un site de rénovation. Le but, nous autres, d'un site de rénovation, là, c'est que tu ailles acheter des affaires. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, nous autres, on veut vraiment vendre... Non, tu mets pas en contexte, parce que si tu fais ça, tu fais un billet. Si tu fais un billet, ben la personne va faire, OK, ben là, puis là, elle va y aller avec une idée préconçue. Donc, on dit juste, gars, on veut juste que tu ailles naviguer, on va te mettre des pages web, même s'il y en a juste une, puis, on va te soumettre ça, puis on veut juste voir comment tu réagis, tu sais. À rigueur. Et donc, là, tu l'ouvres, puis tu dis, ben, vas-y, puis là, tu regardes la personne ce qu'elle fait, tu sais. À rigueur, tu peux même mettre
un preload. Tu peux dire, genre, mettons, tu ouvres une page Google, puis tu le prépares, ça peut être un fake, là, un template, puis tu écris genre, je cherche des bateaux. T'sais. Puis là, tu te dis, garde, le premier résultat, tu cliqueras là-dessus. Fait que la personne va faire, ah, OK, fait que c'est quoi, c'est comme j'avais fait une recherche sur des bateaux. Ça, c'est correct. Tu peux dire, oui, c'est ça. Mettons, toi, tu es une personne qui aime les bateaux, là, c'est pour ça qu'on t'a dans notre user test. Ouais, moi, j'adore les bateaux. Ouais, ok, t'es notre public cible. Parfait. Fait que là, mettons, tu as cherché sur Google, je veux m'acheter un bateau. Là, c'est quelque chose qui t'arriverait. Oui, non, vraiment. OK, parfait. Fait que on part de là, regarde, là, t'es sur Google, je vais acheter un bateau, puis le premier résultat, c'est ça. Bon, fait que, mettons, tu irais dessus, oui, je cliquerai dessus. Bon, parfait. Tu le laisses là. La personne clique, et là, ça amène sur ta page de compagnie de bateaux qui vend des bateaux. Et là, la personne est juste dans l'idée de, ben oui, moi, je suis ici parce que j'aime des bateaux, puis j'aime magasiner des bateaux. Bon, mais là, il n'y a pas de préparation. C'est le site de telle compagnie, ou tu sais, nous autres, non, tu n'expliques pas ce que ton site fait. Et tu regardes ce que la personne fait. Donc, tu observes leur comportement. Sérieusement, il y a plein de façons de faire ça. Souvent, tu essaies de te faire... Tu sais, dans les compagnies de jeux vidéo, il y a des miroirs sans teint en arrière. Puis les gens, carrément, les game designers, puis sont assis en arrière des miroirs sans teint. Puis il y a 10 personnes qui jouent avec des gros écrans au-dessus. Puis tu peux regarder tout. Pour pas que la personne qui fait l'expérience se sente intimidée. Tu sais, de genre performer ou faut que tu pèses sur le bon piton. Fait qu'essayez de faire ça. Si vous êtes dans la même salle, reculez, puis faites un bon truc, moi, que je fais souvent, c'est dans la même salle. Mettons, c'est dans tes bureaux, puis il y a comme 10 ordi, puis vous faites venir des gens pour tester. C'est que tu vas pas juste là avec une personne, tu vas plusieurs personnes, des assistants, puis ces assistants-là, tu aides à briefer tout ça. Puis toi, tu briefes pas. Toi, tu restes au milieu de la salle. Fait que le monde ne savent pas que c'est toi. Ou en fait, t'es pas à côté. Puis tu restes loin ou en arrière. Puis toi, tu as tes notes, ta tablette, tout ça. Ou tu es assis plus loin que ton ordi. Tu fais semblant de travailler sur une autre station. Puis tu regardes le monde. Peu importe. Tu t'éloignes. Et tes usagers et ceux qui préparent le playtest sont vraiment comme des assistants. Ils sont comme, gars, nous autres, on est juste là pour rester s'il y a des problèmes, si les choses crash, puis vous mettre en contexte. Puis, gars, une fois que vous êtes parti, on va s'asseoir là-bas. Puis, s'il y a quelque chose, vous faites juste lever, puis on vient vous voir. T'sais. Nous autres, on est juste là pour vous aider. Essayez le plus possible de prendre une distance avec la personne qui observe, qui prend des notes. Pour pas que la personne fasse comme, ouais, mais là, j'utilise un cave, moi, là, tu sais. Et ça aussi, souvent dans la préparation, on va dire, le gars, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Faites juste vous amuser, allez-y comme, tu sais, on s'en fout, là. C'est pas un test, là. C'est juste, faites ce qui vous tente, puis, tu sais, c'est tout. Et c'est aussi les mettre à l'aise, tu sais. Donc, ce qu'on regarde, on regarde leur comportement lors de leur navigation, on regarde où ils cliquent, on regarde surtout au début où ils dirigent leur attention. Tu sais, si au début, ils arrivent sur la page, puis là, hop, ils vont cliquer sur une affaire dans le coin, tu te disais, ben voyons, pourquoi ils vont là? Ben, encore là, prends des notes. T'sais, souvent, ce qu'on fait aussi, ce que vous pouvez faire sans que l'usager le sache, c'est que tu pars un OBS Studio sur la machine en background et tu enregistres la capture d'écran. Et donc là, tu vois tout comme je vous fais là. La personne ne sait pas, puis tu vois toute sa souris où elle va, puis tu vois tout, tu sais. À rigueur, même si tu as une caméra, tu peux en mettre une caméra au-dessus, mais tu essaies de cacher le fait qu'elle enregistre. T'sais, comme souvent, quand tu enregistres, il y a un petit point bleu qui apparaît, tu mets un petit tape dessus. Et donc, tu te fais un layout dans OBS. Je ne sais pas si vous connaissez OBS, mais je peux vous le montrer. OBS Studio, c'est ce que j'utilise pour enregistrer. Là, c'est sûr que c'est weird, ça fait une mise en abîme. Là. Mais donc, vous voyez, vous pouvez tout configurer. Je mets ma face en haut à droite. Donc, ça se capture, ça s'en va un format vidéo. Donc, je peux avoir ça qui roule en background pendant que la personne fait ses tests. Et j'enregistre tout ce qu'elle fait. Et donc, ça, je peux réécouter ça après, faire, ben voyons, tout le monde cliquait en haut à droite sur le bouton, l'espèce de bannière orange, pourquoi, tu sais? Ben, ça a l'air que c'est ça qui captive. Vérifiez si répondre au call to action, si ça comporte comme vous l'attendiez, prenez des notes et recueillez les commentaires après. Donc, on ne le fait pas pendant, on ne fait pas comme, hey, pourquoi tu as pesé là-dessus? Tu prends des notes, tu sais. Et reviens avec ça après. Donc, une fois que c'est terminé, la personne fait, ben, j'ai terminé. OK, tu les réunis séparément ou ensemble. Et tu fais comme, OK, je regardais pourquoi t'as fait ci. Ah, ben, moi, je trouvais ça beau. Je trouvais que c'était une belle couleur. J'ai cliqué dessus. Ah, OK, belle couleur. Et tu te fais un formulaire de questions avant aussi. Tu as un objectif. Donc, les user tests sont très utiles pour comparer votre design avec le user experience, évidemment. Et essayez d'être toujours distinct, comme je disais, pendant le user test. N'influencez pas la personne et ne répondez pas à ses questions, ça non plus. Comme si la personne lève la main, qu'on y va. Si la personne dit, ouais, ça a comme crashé, ou tu sais, ça marche plus, ou je suis pris, on le déprend, mais on n'influence pas. Si la personne a fait, ben là, je devrais-tu peser là ou là, puis si tu le...
ou je comprends pas pourquoi, ou tu sais, on fait pas non, ben là c'est ça c'est pour que tu achètes. Là c'est là que tu es supposé cliquer ici, là. Ah, ok, non, faut pas faire ça. Autre lien intéressant, voici deux autres liens intéressants sur le travail de design web. Donc, vous irez cliquer dessus. Ça explique des web design tips intéressants. Le premier, je pense qu'il y en a 27, si je me souviens bien, ou en tout cas, il y en a un bon paquet. Les visual hierarchy, les keywords, toutes ces choses-là. Le deuxième, c'est aussi quelque chose dans le genre, je me rappelle plus précisément. Pas mal de trucs essentiels pour improve your web design. Donc voilà, sinon on va commencer à regarder Adobe XD. Donc Adobe XD, c'est un petit logiciel bien pratique. D'ailleurs, j'y ai déjà démarré, je vais le redémarrer juste pour vous donner une bonne idée de comment ça fonctionne. Donc c'est très très intéressant pour concevoir des interfaces usagées et tester l'interface et tout ça. On va regarder aujourd'hui simplement, on va faire une première expérience de comment créer un canevas, créer un premier jet de site visuellement et comment l'exporter. Et je vous donne ici le lien. Écoutez, sérieusement, je pourrais tout vous dire d'écouter ça pour apprendre Adobe XD. Je vais quand même faire une petite introduction en français et vous montrer l'essentiel. Mais si vous voulez vraiment avoir une bonne intro, ce lien-là est vraiment les tutoriels faits par Adobe pour commencer à travailler avec. Donc, quand on démarre Adobe XD, bien évidemment, comme tous les produits Adobe, ça démarre, ça launch, ça nous fait un petit tableau, tout ça. Et c'est très rapide, c'est pas très pesant comme truc. Donc, on voit ici, vous avez même découvrir l'essentiel avec des tutoriels si vous êtes intéressé. Donc, comme d'habitude, on peut choisir des templates qu'on veut faire nous-mêmes. Donc, voyons. Donc voilà. Il y a l'accueil, évidemment, et les add-ons. Les add-ons, on ne regardera pas tout de suite, mais c'est vraiment, on peut toutes sortes d'outils là, pour travailler. Mais à l'accueil, on a des templates ici. Donc, on a iPhone, tout ça, iPad. Donc, ici, c'est les téléphones. On a différents formats de téléphones. On a différents formats d'iPad et de tablettes et de surface. Et on a le web aussi. Et on peut même créer une taille personnalisée ici. Donc, ben là, de toute façon, je ne voulais pas une taille personnalisée. Fait que je vais juste le redémarrer, pardon. Donc, je vais utiliser Web 1920 dans ce cas-ci. Donc, on clique là-dessus. Et ce que ça va faire, comme tous les produits Adobe, ça va nous ouvrir un artwork. Donc, ça, c'est notre espèce d'artwork. Et vous allez voir, c'est encore un peu le même raccourci. Je fais espace et vous voyez que je peux me déplacer comme une caméra. Je fais contrôle avec la souris, la molette. Ben, je me rapproche. Et donc là, on voit ici le titre de mon artwork, c'est Web 1920. Fait que je vais l'appeler agis.ca parce que c'est ça que je vais faire comme premier test. Donc, voilà. L'interface est assez simple. On retrouve en haut le cloud, la sauvegarde cloud sans titre. Moi, je vais sauvegarder localement. À gauche, on trouve nos outils. On trouve ce qu'on pourrait appeler le browser de notre plan de travail. Donc, on a un canevas ici qui s'appelle agis.ca. Si j'ajoute des trucs, ça va s'apparaître là. Donc, c'est un peu notre explorer du travail. Et à gauche, c'est ça, les outils. Et à droite, on a l'inspecteur. Donc, on a toute l'information par rapport à notre sélection de choses qu'on peut faire. OK? Donc, si j'ai mon canevas, on dit que c'est la dimension 1920 par 1080 portrait, paysage. Et on peut mettre redimension réactif qui serait un peu ce qu'on pourrait dire, en le fond, responsive. Donc, il pourrait se redimensionner. Le défilement vertical, bon, ainsi de suite, la couleur de fond, je pourrais même mettre une couleur de fond autre. On peut mettre une grille aussi. Donc, je vais commencer par ça. On a ça ici. On va commencer par l'onglet Design, mais on n'ira pas tout de suite dans Prototype et Partager. On va juste créer rapidement un site. Donc, exemple, je veux faire quelque chose pour mon client. Et vous allez voir qu'il est très facile à utiliser. Agis qui veut refaire son site. Et mettons, Agis, comme on disait, on veut vraiment se focusser sur les jeux vidéo. Donc, je vais faire Video Games, exemple, juste pour le fun. Et je vais essayer de trouver une image qui serait intéressante. OK? On va y aller vite fait. J'essaie de trouver quelque chose. OK, donc mettons cette image-là. Donc vous avez même pas, là c'est sûr je peux l'ouvrir, ça va ouvrir autre chose, là. Mais je peux faire aussi ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et ce qui est le fun, c'est que je peux carrément venir ici et drag and dropper. Donc vous avez vu, là, je l'ai directement, ben vous avez peut-être pas vu, mais je l'ai mis à côté. Je peux directement drag and dropper d'un browser dans mon interface ici.
Et je peux aller la placer. Mettons que c'est mon image de fond que je vais utiliser. Je vais l'agrandir comme ça. Et vous allez voir ici maintenant que je suis dans agis.ca. Je peux reculer, je peux aller dedans ici en double-cliquant. Et vous voyez qu'il y a Notepad Copy ici, qui est dans le fond mon image. Okay? Et là, je fais bouton droite, j'ai différentes options. Je vais faire renommer et je vais l'appeler BG Gamer, mettons. OK? Bon. Là, je peux faire différents trucs. Là, ce que je veux faire ici, c'est que je veux un scroll down. Je veux pouvoir scroller vers le bas. Donc, ça veut dire que c'est un site qui va pouvoir scroller vers le bas. Donc, je voudrais pouvoir avoir une autre image plus bas pour pouvoir scroller. Mais je vais réutiliser cette image-là. J'ai envie de faire comme un reverse. J'ai envie de dire, ben, je veux la même image en bas ici. Donc, je vais faire Alt et je vais la draguer. Vous voyez que je l'ai dupliquée. Et comme dans tous les autres logiciels, je peux venir faire de l'édition comme ça. Tourner, changer les dimensions manuellement, comme avec l'outil, dans le fond, Ctrl Transform, Ctrl T dans Photoshop. Et là, je vois ici que ça ne fit pas, fait qu'il faudrait que je la flippe au niveau de l'horizontale. Donc, je vais venir changer tout simplement le scaling. Donc, je vais sélectionner ici le bord, comme ça, ou le coin, ou en tout cas. Et je vais cliquer sur Add pour le faire dans le centre. Je vais traverser et je vais juste regrossir jusqu'à temps que ça snap. Donc voilà, j'ai fait une symétrie. Je vais aller déplacer une petite affaire vers le haut avec les flèches. Oups, pardon. Et j'essaie de voir. Ah, il y a comme une ligne blanche dans l'image, je pense. Ouais. Non, on va laisser là pour l'instant. C'est pas la fin du monde. C'est sûr que ça aurait été mieux peut-être de trouver une image que je pourrais scroller. Bon, je sais pas si j'en avais. Je vais aller revoir quand même. Mais bon, ça vous explique un peu en même temps comment faire pour créer, déplacer et copier des images. Non, il semble pas avoir... Parce que le reste est tout un peu trop suggestif. Ben, ou cette image-là, ça a l'air à quoi? Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. On va essayer celle-là. Voir. Open Image dans un nouvel onglet. Ouvrir l'image. Je la drop ici à la place. OK. Donc là, j'ai remplacé. Bon, donc, si j'enlève celle-là et je mets celle-là ici. Ouais, ouais, c'est pas si pire ça. En fait, ce que je vais faire, je vais garder celle-là pour la mettre un petit peu plus bas. Je vais revirer celle-là de bord. En fait, là, il a gardé mon ancienne, fait que je vais la supprimer. Et je vais tout simplement réimporter celle-là. Et je vais l'utiliser. Donc, je vais la grossir comme ça. Et je vais mettre mon canevas comme. Tiens, je vais utiliser les deux images, ça va peut-être être cute. Celle-là puis celle-là. Puis je vais les positionner comme ça. Tiens. OK. C'est noir après tout. OK. Là, il y a une chose importante à savoir. Vous voyez que donc dans agis.ca, ici, j'ai une table de montage avec mon PG Gamer et mon Agis qui se situe ailleurs. Oups, attendez. Donc, je ne veux pas nécessairement avoir une table de montage tout de suite. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans ma table de montage. Je vais sélectionner mon BG, je vais faire CTRL-X pour l'enlever. Je vais aller dans agis.ca et je vais faire CTRL-V pour la mettre. Non. Bon, écoutez, on va faire simple. Je vais juste ramener dans le fond cette image-là avec l'autre. Il va me les mettre dans agis.ca. Donc, ça ne fera pas de table de montage. On va y aller pas trop compliqué pour l'instant. Donc, j'ai mes deux images comme ça. Évidemment, vous avez un bouton play en haut. Si on fait play, regardez bien ce qui va arriver. Il va me montrer ce que ça a l'air. Mais là, vous voyez, je ne peux pas scroller down. Si j'essaie de scroller, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, j'ai pas déterminé, dans le fond, je n'ai pas dit que ça allait en dehors de cette zone-là, de cet artwork-là. En fait, de cette zone de travail-là. Donc, si vous voulez faire ça, vous devez aller sélectionner votre zone de travail, comme ça ici, et vous devez peser sur CTRL, et vous pouvez glisser pour ajouter, dans le fond, de l'espace, mais ça va être un espace en dehors du canevas, dans le fond, donc pour du scroll down. Donc, vous voyez, j'ai fait le contrôle et ça ajoute une petite ligne. Vous voyez, c'est une petite ligne de séparation. Donc là, en gros, à ce pointillé-là, dit, ben OK, on garde ton canevas original au niveau du display parce qu'on veut construire ça en fonction d'une page 1920 par 1080. Mais je rajoute, on sait que maintenant, j'ai une section qui continue et qui on va pouvoir scroller. Maintenant, si je fais play, vous allez voir que je peux scroller et descendre. OK? Donc voilà, aussi simple que ça.
Et là, ensuite de ça, ben, on voudrait sûrement aller ajouter des éléments. Donc, exemple, je ne sais pas, moi, je vais ajouter du texte en haut. Donc, je vais prendre l'outil texte et je vais aller taper ici Agis. Comme, tu sais, évidemment, je pourrais aller chercher le logo aussi, mais je vais commencer par taper Agis, comme ça, il est tout petit. Et évidemment, ben, si vous cliquez sur Agis, ben, vous voyez ici les options. Donc, je vais le mettre là, 60. Oh, pardon, j'ai tout sélectionné. Non. Soyez sûr de double-cliquer dessus. Attendez, ici. Et, bon, voilà. Donc, je peux mettre du texte comme ça. Je pourrais l'ajouter ici comme ça. Je pourrais rajouter un header, toutes vos options de texte. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Là, centré à gauche, blablabla. Là. Il y a toutes les couleurs, la bordure, si vous voulez mettre une bordure au texte. Bon, toutes ces affaires-là, comme d'habitude. La couleur, je pourrais mettre blanc, mettons. Là, je pense que je vais centrer avec la manette. Donc, voilà, c'est facile d'ajouter du texte. Vous pouvez en mettre partout. Donc voilà, on peut ajouter du texte aussi simplement que ça. Et pour le modifier, comme je dis, on peut double-cliquer dessus. On va ajouter une forme. On va aller rajouter un rectangle comme ça. On va cliquer sur en fait le carré comme ça. Et on va aller rajouter une petite barre en haut comme ça. Et donc, encore une fois, je vais le renommer. Je vais nommer ça header. Donc, header. Et donc, ça va être, dans le fond, mon en-tête, si on veut, à mon site web. Donc, ensuite de ça, pour terminer, je ne veux pas trop vous matraquer. C'est un premier exercice. On va aller ajouter, on va aller sur le site de Agi, j'ai récupéré le logo. Attendez une petite seconde. Oups, c'était lui. Donc, je vais taper. Donc, on va aller trouver ici le petit logo. Je vais faire ouvrir le lien, ouvrir l'image, ou je peux faire enregistrer, mais encore, je vais faire ouvrir l'image. Vous pouvez sauvegarder localement. Mais, je vais voir qu'est-ce qu'il m'a fait ici. Oups, j'avais une sélection. Faites attention quand vous avez une sélection. De ne pas l'overwriter. Donc, je vais aller le copier ici. Et il est blanc. Donc, oups, il est blanc. Donc, on ne le voit pas. Donc, je vais aller changer ma barre ici. Je vais la mettre plus foncée. Tiens, on va la mettre grise comme ça. Avec un petit peu de rouge, non. On va mettre la grise comme ça. Et on voit ici mon logo. Évidemment, il est très pixelisé. Donc, ça serait bon de demander au client dans ce cas-là, avez-vous une version de meilleure qualité? Parce que là, c'est pas en vectoriel ou c'est très pixelisé, donc c'est pas beau. Mais pour l'instant, on va utiliser ça. À moins que je trouve sur le site un autre logo plus gros. Ça m'étonnerait, mais on va aller regarder. Peut-être qu'on va être chanceux. Ah oui, ici, mais c'est une image complète. Donc, on ne peut pas l'extraire. Donc, il y aurait peut-être de la job à faire dans Photoshop. Il y a une version ici aussi. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah, logo. Non, c'est la même chose. Donc, en tout cas, pour l'instant, vous voyez encore une fois, j'ai ajouté un logo et je vais rajouter ici, mettons, je pourrais me faire aller écrire, mettons, des menus. Donc, dépendamment de ce que vous voulez. Et encore une fois, je peux aller le positionner comme je veux. Je pourrais le justifier à gauche au milieu. Je peux le mettre plus petit. Donc voilà, je peux tenir Alt enfoncé pour le dupliquer et me faire... et vous voyez, automatiquement, il peut faire du spacing autant. Fait que, mettons, je serais accueil, portfolio, et je vais juste supprimer lui parce que je veux le distancier égal. Et donc, je suis comme... Oups, pardon, comme je disais, Alt pour le déplacer. Et, exemple, qu'est-ce qui restait? Et là, j'aurais dû justifier à gauche, ça aurait été mieux. Ben, mettons, je sais pas, le contact, OK? Oups. Contact, voilà. Donc, j'ai fait mes menus. On ne fera pas d'interaction pour l'instant. C'est juste pour vous montrer. C'est encore du texte ici pour l'instant. Je pourrais aller chercher un menu hamburger aussi. Je vais juste tasser ça un petit peu comme ça. Mais je pourrais aussi, sinon, aller chercher un menu hamburger. Je vais l'écrire en anglais. Hamburger. Oups. Hamburger menu. OK? Là, la seule chose, peut-être qu'il ne va pas être sur fond gris. Il faudrait que j'en trouve un en transparence. Fait que je vais aller ici en haut. C'est dans Tools. Et je vais faire Color Transparent. On va essayer cela, voir. Je ne sais pas s'il va le reconnaître. Oui. Voilà. Donc voilà. Et j'ai mon menu hamburger ici que je vais aller mettre. Voilà. Donc, c'est super rapide pour faire des interfaces. C'est vraiment génial. Et si je fais play, ben, on voit que j'ai déjà quelque chose de décent.
Donc, évidemment, le logo, il faudrait demander au client quelque chose d'un peu mieux que ça. Qu'est-ce qui restait que je voulais montrer? Oui, les grilles de répétition. Donc, exemple, si vous voulez faire des boutons en répétition, vous pouvez faire une grille de répétition. Donc, je vais aller chercher un bouton. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme bouton. Ça n'a pas donné d'importance. Je ne sais pas s'ils ont en transparence. Oui, on va essayer ça. Tiens. Ouais, voilà. Donc, on a un bouton. Et juste pour vous montrer ce que ça fait, c'est que j'ai un bouton. Je vais mettre un bouton ici. Je vais le ratisser, comme ça ici. Et je vais créer une grille de répétition. Donc, les grilles de répétition, en fait, c'est qu'il va prendre la grosseur que vous avez faite, le bouton, et il va vous permettre d'étirer. Donc, vous allez voir, quand j'étire comme ça, il crée plusieurs boutons similaires. Donc, vous pouvez y aller comme vous voulez. Et donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que plus tard, je vais pouvoir créer une template et donc les modifier. Et ça crée une répétition. On reviendra un petit peu. Mais donc, j'ai une grille de répétition. Et donc, dans une grille de répétition, j'ai un bouton qui se répète et je vais pouvoir associer des fonctions. Donc, très utile. On y reviendra plus tard, mais je vais pouvoir éventuellement cliquer dessus. Et je pourrais même aussi changer chaque image des grilles de répétition indépendamment. Donc, un exemple de ça, je vais aller chercher un autre bouton à la place. Donc, vous voyez ici, Bra. Je vais le prendre et je vais le draguer sur un des grilles de répétition et vous voyez qu'il change. Donc, ça peut être utile pour créer aussi, exemple, vous avez une liste à faire, vous avez des aliments, mettons un poivron, tomate, tout ça, vous faites un bouton et vous allez remplacer progressivement les différents en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, c'est ce que je vous demande de faire pour cette semaine, pour l'exercice. C'est évidemment de refaire ce que je viens de faire là. Donc, vous allez trouver des images, une ou plusieurs images pour créer un background. Vous arrangez avec CTRL pour que ça scroll down, que ce soit pas juste le canevas du haut. Vous ajoutez du texte, un header, un petit hamburger menu, un petit logo, des petits menus comme ça en haut et essayez de faire une zone comme ça, une grille de répétition. Et c'est tout. Et évidemment, vous exportez ça en PNG. Donc, évidemment, n'oubliez pas d'aller dans le petit hamburger menu aussi, faire enregistrement sous si vous voulez sauvegarder. Enregistrement local si vous voulez sauvegarder sur votre ordinateur. Donc, test 2. Je vais le mettre dans TempXD. Je vais le mettre, attendez, je vais le mettre dans mon bon dossier. Cours, design ergonomie, cours 4. Et je vais l'appeler cours 4. Comme ça. Donc, je l'exporte en Adobe XD. Et si je veux faire une image avec, je vais dans Exporter ici et je clique pour l'exporter en autre chose. Donc, vous allez voir ici tous les plans de travail ou sélection. Je vais faire tous les plans de travail et je vais l'exporter en PNG pour design. Et je vais dire où je veux l'exporter. Dans ce cas-ci, je vais le mettre sur mon desktop. Et je vais faire exporter tous les plans de travail. Donc, maintenant, si je vais sur mon desktop, dans Temp, j'ai mon XD ici. C'est dans XD? Non, excusez-moi. Ici, agis.ca.png. Oups, il l'a pas bien exporté dans les jeux. Bon, écoutez, en fait, pour les besoins de la cause, je vais faire différent. On ne l'exportera pas en PNG. Vous allez juste me l'exporter en XD, en fait. Donc, faites juste être sûr de faire enregistrement local et d'aller le sauvegarder et de m'envoyer votre XD que vous avez fait. Donc, voilà. Donc, voilà, fin du cours 4. Et puis, n'oubliez pas que vous avez un examen la semaine suivante qui va être mis en ligne à partir du lundi et que vous aurez jusqu'au vendredi pour compléter. Ça va être un document PDF et vous devrez répondre aux questions et dans un document Word ou whatever et évidemment exporter un PDF et me le remettre avec une page d'en-tête comme d'habitude qui précise qui vous êtes et qu'est-ce que c'est. Donc voilà, merci beaucoup et on se revoit la prochaine fois.